Bonjour, bienvenue à tous pour ce tout premier épisode avec cette toute première histoire. Imaginez être une personne complètement normale dans votre pays, avec une passion, vivant comme tout le monde, jusqu'au jour où vous découvrez être une superstar dans un pays où vous n'avez jamais mis les pieds et que tout le monde vous connaît là-bas. Cette histoire est extrêmement connue et l'une des meilleures histoires que je n'ai jamais vues parce que sa fin est juste exceptionnelle. Comme toutes les histoires de la sorte, un nombre incalculable de personnes en ont déjà parlé, alors c'est tout à fait normal que vous l'ayez déjà entendu quelque part. Notre histoire débute en Amérique, à Détroit, avec un homme nommé Sexto Diaz Rodriguez, qui a pour origine des parents mexicains, mais est né en Amérique, avec des parents modestes, sixième de sa fratrie, d'où le nom Sexto. Visiblement, ils étaient à court de noms. Cet homme était passionné par la musique et la guitare. Il était auteur de plusieurs chansons qu'il avait lui-même composées. Pas très doué à l'école, à 16 ans, il décide d'arrêter et de commencer à travailler. Des jobs modestes, comme dans la construction avec ses parents ou autres. Le principal était de gagner de l'argent. La seule différence qu'il avait avec ses parents était sa passion pour la musique. Le jour, il était un travailleur normal. Et la nuit, il animait des shows dans des bars à très petite échelle. Des fois payés, d'autres non. Mais ça lui permettait d'exprimer sa passion qu'il ne voulait abandonner pour rien au monde. Sexto Rodriguez était aussi très connu pour être un homme élégant. Toujours en costume qu'il portait pour toutes les occasions, même pour aller au travail en tant que maçon. Il avait toujours un costume sur lui, ce qui lui a valu de devenir très connu dans sa ville grâce à cette particularité. Vu que son style était unique, surtout pour son époque, Sexto a vécu cette vie modeste, entre travail et chant dans les bars, jusqu'au jour où sa vie a complètement changé. Et ce, grâce à deux producteurs, l'un nommé Dennis et l'autre Mike. La rencontre de Sexto avec les producteurs fut un pur hasard. Ils étaient partis dans un bar après leur travail, jusqu'à l'arrivée de Sexto, qui devait par chance se produire dans ce même bar cette soirée. Une fois qu'il s'est installé sur scène et qu'il a commencé à chanter, Dennis regarde Mike et lui dit « Ce garçon, il a quelque chose qu'aucun autre chanteur n'a. » Très vite, ils se mettent d'accord que ce garçon a un avenir et qu'ils doivent lui faire une proposition et vite. Une fois que Sexto avait fini son show, qu'ils lui demandent de signer avec eux et ils lui promettent de tout prendre en charge. Studio, pub, tournée et que son premier album sera garanti. Sachant que c'était dans les années 60, sans un producteur et un label au top, c'était juste impossible. Bien sûr, il accepte. Avec un salaire sans travailler, il allait pouvoir se focaliser sur sa passion qu'il adore, la musique. Il accepta et signa avec le label Sussex Records. Et effectivement, en 1969, ils prennent tout en charge pour enregistrer son premier album, qu'il nomma Cold Fact. Pour cet album, les producteurs ont vraiment pris en charge toutes les demandes de Sexto, les musiciens qu'il voulait, les studios qu'il voulait. Il est même parti en Angleterre pour enregistrer, alors qu'il habitait en Amérique. En gros, absolument toutes ces demandes ont été satisfaites. Le plus important pour eux était de sortir l'album comme ils le souhaitaient, vu que s'il était couronné de succès, eux aussi en auraient beaucoup profité. Et après plusieurs mois de dur labeur et de préparation, l'album était enfin prêt. Et Sexto a enfin vu l'espoir de changer de vie et de se concentrer uniquement sur la musique. Le but de Sexto était vraiment atypique, l'argent ne l'intéressait en rien, juste un moyen lui permettant de vivre sa passion, la musique. Et enfin, l'album était sorti. Pour lui, à cet instant, tout le monde allait commencer à connaître son talent et il allait commencer à vivre de sa musique. Mais tout ne se passa pas comme il le souhaitait. L'album n'intéressait pas grand monde et les ventes n'étaient pas très bonnes. Sexto et toutes les personnes avec qui il avait travaillé ont été frappés par une déception terrible. Après une certaine période, une réunion est tenue par Sexto, Denise et Mike du label qui l'ont découvert la première fois, afin de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et trouver un moyen de remédier à la situation. S'ils doivent sortir un nouvel album? Si oui, que doivent-ils modifier dans le prochain album pour que ça fonctionne? Le plus important, c'est de trouver une solution pour rentabiliser leur premier échec et ne plus le répéter. Et c'est parti! Ils décident d'enregistrer un deuxième album. Sexto se mit à préparer son deuxième album. Et tout comme le premier, le label l'a soutenu en tout. Argent, endroit où enregistrer,
tout a été mis en œuvre pour réparer les erreurs du premier album et que celui-là soit un succès. C'est en 1971 que son second album voit le jour, sous le nom de Coming From Reality, pour lequel il avait sué sang et eau, encore plus que le premier, mais malheureusement un autre échec. L'album n'intéressait personne et ne se vendait pas du tout, et cette fois, le label ne proposa plus de seconde chance. Le contrat fut rompu et on lui expliqua clairement que c'était fini, qu'ils avaient déjà perdu suffisamment d'argent. Le retour à la réalité était dur pour Sexto. Lui qui avait quitté son job devait en retrouver un pour vivre. Ajouté au choc dû à l'échec des deux albums, il a pris une décision difficile. Arrêter définitivement sa raison de vivre, sa passion, la musique, pour se concentrer sur son travail et sa vie courante. Tous ses rêves étaient brisés et se dit que jamais il ne réussira. Sexto Rodriguez abandonna son rêve et redevint maçon pour vivre et a oublié cette période de sa vie. Il se dit que c'est bon, la musique c'est fini et est revenu à une vie modeste, la construction ou tout autre petit boulot. Le plus important, c'est de remplir le frigo et il vécut ainsi toute sa vie. Mais un événement survint, ce qui a fait de cette histoire l'une des meilleures histoires du monde, qui a même eu droit à un Oscar. En 1977, un label australien a voulu acheter les droits pour les albums produits par Sexto. Ce label se nommait Blue Goose Music, pas très connu, mais qui acheta les droits pour les deux albums et les réunit dans un seul album unique nommé Sexto Rodriguez at His Best. Un genre de best-of des chansons de Sexto. Et cette fois, les ventes étaient là. Pas énormément, mais quand même. Ce n'était pourtant pas l'événement qui a tout changé. Une personne qui va rester inconnue a acheté l'album. Ça lui a plu et a fait quelque chose qui va tout changer. Il a pris l'album et est parti en Afrique du Sud, là où tout a commencé. Cette personne est encore inconnue, même de nos jours. Une fois arrivé en Afrique du Sud, il est arrivé à ce bon moment, là où il ne pouvait pas arriver à un meilleur moment que celui-là. Parce que, pour comprendre la suite, vous avez besoin de connaître deux choses. Premièrement, le type de musique que Sexto proposait. Les paroles surtout, qui parlaient beaucoup de liberté, de résilience et de révolution. En gros, ce sont les sujets évoqués dans ses chansons. Et deuxièmement, l'Afrique du Sud, qui à cette époque était sous la politique de l'apartheid, qui est un système d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre, institutionnalisé à travers des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires. Ajoutez à cela le fait que personne ne chantait pour la liberté ou bien pour ces autres sujets-là à ce moment-là en Afrique du Sud. Ce qui fait que Sexto et ses chansons ne pouvaient littéralement pas mieux tomber. Une fois que son album est arrivé là-bas, le nombre de copies qui a été fait était tout bonnement drastique et est devenu par la force des choses le symbole de la révolution contre les Blancs qui faisait partie de ce parti politique. Ces chansons devinrent des devises de révolution et de liberté pour le peuple de l'Afrique du Sud. Et tout ça sans que Sexto, sans label, ou bien le label australien n'en sache rien. Toutes les copies produites ont été faites en cachette entre des gens du peuple, jusqu'à ce que ça devienne un phénomène tellement puissant qu'un label de l'Afrique du Sud rachète les droits et commence une production légale. Mais jusqu'à présent, personne ne sait comment ça a été possible, vu que ni Sexto ni son label n'en ont été informés. Mais le fait est que, hors les copies illégales, c'est plus de 500 000 copies légales qui ont été vendues très rapidement. Ce qui leur a octroyé un disque d'or dans les années 80. Et très vite après, c'est le 1 million de copies qui est atteint, ce qui leur a rapporté un disque de platine dans les années 80 toujours. À ce moment-là,
Sexto, qui n'en avait aucune idée, travaillait toujours en tant que maçon. En même temps, en Afrique du Sud, sa musique avait tellement d'influence sur le peuple que le gouvernement a dû intervenir et interdire les disques de Sexto, sachant que personne ne l'avait jamais vu ou avait une idée de qui était le chanteur. Des rumeurs et théories tout au plus. 30 ans sont passés. 30 ans où il a vécu en tant que maçon sans avoir aucune idée qu'il était une légende dans l'Afrique du Sud. Juste imaginez que vous viviez votre vie tranquillement à regarder cette vidéo après une dure journée de travail, mais que vous ayez créé quelque chose il y a 30 ans et qu'à l'autre bout du monde, votre impact a été si puissant qu'un gouvernement a dû intervenir. Imaginez le nombre d'albums qu'il a vendus sans en avoir aucune connaissance. Plus qu'Elvis Presley ou bien les Beatles, une légende en Afrique du Sud. Tellement les ventes étaient importantes, au rang de star internationale. En 1997, les gens commencent à vraiment se poser la question. Plusieurs années sont passées et la vague a eu le temps de s'estomper. Mais l'énigme de Sexto Rodriguez restait insoluble. Les gens ayant soif de vérité, deux personnes précisément, se sont léguées pour trouver la vérité sur cet homme. Pour eux, cette personne était décédée. Mais pour l'histoire, ils se devaient de connaître son identité. Ils n'avaient vraiment aucune idée d'à quel point ils étaient loin de la vérité. Un journaliste en Afrique du Sud commença son enquête. Et ce qui a énormément contribué à son effort est une toute petite invention qui vous permet d'ailleurs d'apprécier cette vidéo, j'ai nommé Internet. Ce journaliste a été joint dans son enquête par un vendeur de disques. Grâce à leurs efforts, un site web verra le jour où il raconte l'histoire de cet album et son impact sur l'Afrique du Sud. Avec une seule requête, l'identité du chanteur derrière cette œuvre. Ils ont mis à disposition des internautes un numéro de téléphone pour récolter n'importe quelle information sur cette personne. Où il vivait, où il est mort ou bien où il a été enterré. Et ils ont laissé le site ainsi. Quelque temps plus tard, ils ont reçu un appel d'une femme depuis l'Amérique. Elle commença par clairement leur dire qu'elle avait des informations sur l'homme qu'ils cherchaient. Leur joie était grande à l'approche de la vérité. Ils vont enfin savoir comment cet homme a vécu, comment il est mort et qui il a été. Elle les coupa avec deux informations qui les choqua. Premièrement, qu'elle était la fille de cet homme, Sexto Rodriguez alias Sugarman, et aussi qu'il était toujours vivant. Elle a pu prouver que ses dires étaient vérité. Ils n'ont eu de choix que de la croire, tout était correct. Et à ce moment-là, ils étaient dans une situation où les deux parties avaient beaucoup à raconter à l'autre. De son côté, la fille n'avait aucune idée de la valeur de son père et tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et de leur côté, ils n'avaient aucune idée de qui était ce chanteur qui était devenu une légende dans leur pays. L'appel était long et ils lui ont tout expliqué, mais la fille n'arrivait pas à le croire. Elle informa les hommes de la modeste vie de son père, ainsi qu'il vivait toujours dans la même ville qu'elle. Les hommes n'arrivaient pas à croire que cet homme, cette légende, vivait une vie aussi modeste malgré sa renommée. Ils croyaient que c'était un millionnaire reclus, ou bien un homme décédé, mais un maçon? Non, impossible. Lorsque la fille raconta tout à son père, il n'eut pas une grande réaction. Il lui confirma qu'il était fier de ce qu'il avait fait et qu'il ne comprenait pas pourquoi ça n'avait pas marché. Mais c'est tout. Après, il parla avec les hommes et on lui demanda s'il avait gagné de l'argent pour ses chansons. Il répondit que pendant la production, il était payé, mais après, vu que le lancement était un échec, il n'est plus touché d'argent. Il leur confirma que de toute façon c'était une passion et que l'argent ne l'a jamais intéressé, qu'il savait que ça allait marcher, mais vu que le lancement n'a pas été très bien reçu, il a laissé tomber, et que sa vie, après cet épisode, était sa vie, et qu'il en était satisfait. Jusqu'à ce moment, personne en Afrique du Sud n'était au courant. Et lorsque la nouvelle est tombée, la réaction était à la hauteur.
Pour tous ces gens, ce symbole de la révolution et de la liberté, cette personne, pour eux tous, était morte. Pour eux, c'était comme ressusciter un mort après 30 ans. Le choc et surtout la curiosité pour connaître l'identité de ce Sugarman était simplement intenable. Afin de satisfaire cette curiosité, 6 concerts ont été programmés en Afrique du Sud. Bien sûr avec le consentement de Sexto Rodriguez, qui était extrêmement content de se produire devant son public pour une fois. Et après 30 ans, il allait animer 6 concerts, remplir 6 fois un terrain de football. Bien sûr, c'était complet, aucune place n'est restée. Et le jour de son arrivée en Afrique du Sud, c'est en superstar qu'il fut accueilli. Tout le monde l'attendait à l'aéroport, tout le monde attendait qu'il chante. Ses photos étaient placardées partout. Certains s'étaient même fait tatouer son visage. Pour lui, c'était surréaliste. Imaginez, hier c'était un maçon, et là, il était une superstar adulée par des millions. Les concerts se sont très bien passés. Les gens pleuraient. Et la chose qui a fait encore plus briller sa légende, c'est que après les 6 concerts, et malgré sa situation très modeste, il fit don de tous les revenus à des associations et ne garda rien pour lui. Il revint en Amérique et demanda à continuer sa vie modeste en tant que maçon. Et c'est ici que se termine notre histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. À une prochaine fois.